Bonjour, je m'appelle Erin Cox, physiothérapeute. Maintenant, je vais vous parler des biomécaniques au niveau du complexe du coude. Et voilà, biomécanique du coude. Donc, d'abord, on va juste regarder un peu au niveau des surfaces articulaires. Donc, ici, c'est notre partie distale de notre humérus. Puis là, on voit bien qu'elle est en mode de convexité antéro-postérieure. Et notre ulna, une surface réciproque, c'est concave. Si on regarde notre articulation huméro-radiale, c'est une surface qui est concave du côté radial, mais pourriez-vous voir, c'est perpendiculaire à notre, la longue de l'os, l'axe de la longue de l'os. Donc, les plans de surface articulaire. Donc, si je veux décoapter une articulation, est-ce que je devrais tirer, ou dans quel angle est-ce que je devrais tirer des plans de surface articulaire? À l'angle droit, donc à 90 degrés la surface articulaire, ou au parallèle de la surface articulaire? À l'angle droit. Donc à 90 degrés la surface articulaire. Donc si on reprend nos deux articulations, vous voyez comment les plans articulaires ou les plans des surfaces articulaires n'est pas les mêmes. Donc, on a ça au niveau huméro-unaire, puis on a ça au niveau de notre radius. Donc, pourrez-vous voir ici, comme j'ai dit, c'est le plan des surfaces articulaires est perpendiculaire de le long axe de notre os, qui n'est pas le cas au niveau de notre ulna. Donc, au niveau huméro-radial, donc là, je peux tirer par là, mais au niveau de mon ulna, ça va être un peu en postérieur dans ce sens ici. Parce que là, si on prend ça comme une bolle, on peut dire que ça, c'est notre surface, puis je veux décoapter dans la direction un peu en postérieur et inférieur. Si je veux effectuer un glissement, vous voyez comment ça va être un peu en antérieur et aussi en antérieur et supérieur de mon long axe de mon ulna. Donc là, il va faire aussi à peu près à 30 degrés à l'intérieur de mon long axe de l'os. Et également, si je veux faire un glissement postérieur pour aider l'extension, vous voyez comment ça va être plus à, on parle d'un grand degré ici, mais moi, je me souviens toujours de cette partie-là, puis je continue ma ligne, puis là, je glisse dans cette direction postérieure et supérieure, ici en antéro-inférieur pour la flexion, ici pour l'extension. Donc, juste pour récapituler comme ça. Donc, comment ça bouge une coude? En général. Donc, de la flexion complète à la fin de l'extension. Les articulations huméro-unaires, huméro-radiales et notre articulation radio-unaire proximale sont impliquées. Ensemble, elles forment l'articulation du coude comprise dans la même capsule articulaire. Donc, c'est composé. Donc, c'est le complexe du coude. Donc, si on parle de l'huméro-ulnaire, mécanique dictée par la forme spiralée de la trochléée qui forme une gouttière antérieure et postérieure. Puis la gouttière antérieure est verticale. La gouttière postérieure est oblique de médial à latéral. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, mon axe n'est pas tout à fait comme ça, mais il est comme ça. Donc là, excusez-moi, il est comme ça. Donc, parce que là, on est plus long au niveau médial. Donc, c'est angulé plus bas vers le médial que le latéral. Donc, quand je veux faire une flexion, ça va faire une flexion avec adduction. Puis, si je veux faire une extension, ça va faire une extension et abduction. On a notre valgus physiologique
à peu près 10 degrés de ABD, peut-être un peu plus large selon les femmes. Donc, est accompagné aussi d'une rotation conjointe. Donc là, le mouvement global, on a l'extension, pronation et flexion et supination. Donc, pensez au niveau fonctionnel. Il faut que je mange. Donc, si je veux prendre une pomme, je vais manger ma pomme avec la flexion, ADD et la supination. Puis si je veux jeter ma pomme, ça va être le contraire. Je vais une extension, abduction et pronation. Donc, l'articulation huméro-ulnaire, la classification, c'est synoviale, composée, comme toutes les articulations du coude. Donc, c'est une solaire modifiée. Parce que n'oublie pas, en antéro-postérieur, c'est concave, mais en termes de notre médiolatéral, c'est convexe, mais modifié à cause de toutes les attaches autour. Donc, le degré de liberté au niveau huméro-ulnaire, c'est flexion et extension. On peut biaiser un peu avec l'immobilisation lors du traitement pour nous aider à récupérer notre flexion et extension aussi. Le congruence maximal, c'est extension plus supination, qui n'est pas le mouvement physiologique parce qu'extension va avec pronation. Donc, extension et supination, ça va être notre congruence maximale. La position de repos, 60 degrés de flexion et supination à 10 degrés. La chaîne capsulaire, la flexion illimitée plus que l'extension est plus importante dans la vie pour pouvoir de vouloir faire la flexion parce qu'il faut qu'on mange. Et les pronations de supination normalement sont normales parce que l'articulation huméro-ulnaire n'est pas impliquée dans la pronation de supination. Ostéocinématique. Flexion-extension dans un plan sagittal. Plan sagittal autour d'un axe frontal. Puis n'oubliez pas, l'axe frontal est quand même angulé un peu en obliquité. Donc, la flexion, c'est un balancement impur, donc antérieur et ADD. Et l'extension, c'est postérieur et ABD. Au niveau arthrocinématique, la flexion est ADD, ça va être un glissement antérieur, un roulement antérieur et un glissement latéral. Hein? Parce que si on parle de notre os, évidemment, si je suis comme ça en adduction, mais l'autre bout de l'os, il faut qu'il aille en latéral. Pour le mouvement ADD, l'humérus est concave et l'ulna est convexe en médiolatéral, comme j'ai déjà dit. Donc, un léger glissement de l'ulna en latéral pour nous aider avec la flexion. Au niveau de l'arthrocinématique extension, c'est le contraire. Donc, on a un glissement postérieur, un roulement postérieur, puis un léger glissement médial. Surtout dans les derniers degrés, le petit glissement latéral médial, ça va nous aider à récupérer la fin de notre extension ou flexion si c'est le glissement latéral. Maintenant, on va passer à l'articulation huméro-radiale. Donc, la classification encore synoviale est composée. Ovoïde non modifié, mais fonctionne comme une ovoïde modifiée à cause du ligament annulaire et carré. Donc, il y a 2 degrés de liberté. Il y a flexion et extension autour d'un axe frontal. Et aussi, on a la rotation médiale latérale ou la pronation-supination. Congruence maximale, c'est 90 degrés de flexion et 5 degrés de supination selon Kaltenborn, ou pronation moyenne, Lee. La position de repos, c'est 60 degrés de flexion. Kaltenborn, il y a toujours une autre idée. Les schèmes capsulaires, encore, on veut continuer à manger. Donc, le schème capsulaire, c'est la flexion limitée plus que l'extension. L'ostéocinématique, flexion-extension, c'est un balancement impur dans un plan sagittal autour d'un axe oblique transverse. Est attaché à notre ulna. Donc, il faut qu'il suive l'ulna aussi. La pronation et supination, c'est une rotation spin pure autour d'un axe vertical dans un plan transverse. N'oublie pas, on peut dire pur parce qu'on parle de le radius vis-à-vis l'humérus cette fois-ci, pas vis-à-vis l'ulna. L'arthrocinématique en flexion, c'est un glissement antérieur et un roulement antérieur. Et l'extension, c'est un glissement postérieur avec un roulement postérieur. En supination, c'est un spin, encore, vis-à-vis l'humérus. C'est d'autres choses vis-à-vis l'ulna. Même affaire, pronation spin, maintenant rotation médiale.
Pour l'articulation radio-ulnaire proximale, la classification encore, c'est synoviale et composée, ovoïde modifié. Fonctionne comme une selle modifiée avec l'articulation radio-ulnaire distale en pronation-supination parce qu'il y en a la membrane interosseuse puis la connexion via le ligament annulaire. Donc, on ne peut pas les séparer, ils vont bouger ensemble. Donc, l'articulation radio-ulnaire distale, on bouge le radius sur l'ulna, puis c'est concave sur convexe. Puis si on bouge encore dans le radio-ulnaire proximal, le radius sur l'ulna, c'est convexe sur concave. Donc, c'est le contraire, ça fait pour une selle modifiée. Donc, on a 1 degré de liberté dans le radio-ulnaire proximal, c'est le pronation-supination. Position de congruence maximale, c'est la pronation et supination complète. Position de repos, position moyenne ou légère pronation. Kaltenborn, il dit 35 degrés supination et 70 degrés flexion. On peut dire pour les 3 articulations, si on les met en 70 degrés de flexion, on approche notre position de repos pour tous les 3, mais on ne peut pas avoir comme une position congruence maximale et complètement repos pour toutes les 3 articulations en même temps. La schème capsulaire, c'est l'imitation de pronation et supination également. Osteocinématique, on parle de notre pronation-supination. On avait parlé lors de notre radio-ulnaire distale que si on fait une pronation et une supination, donc qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a un axe vertical, mais pourriez-vous voir que si je fais une pronation, donc le radius passe par-dessus, que l'ulna va aller un peu en abduction, et si je fais le contraire, une supination, mais l'ulna retourne en adduction. Donc, on a des axes qui passent à travers les têtes radiales et ulnaires. Atrocinématique, supination, c'est un glissement antéromédial et roulement postérieur. Et pronation, c'est un glissement postérieur-latéral et roulement antérieur. C'est parce que au niveau du radius, il est situé en avant un peu, puis la surface articulaire n'est pas exactement comme ça, et n'est pas, donc là, comme ça, est un peu dans le sens comme ça. Donc, ça va être post ou antéromédial, postérolatéral. Donc, postérolatéral pour la pronation et antéromédial pour la supination. Et merci, c'est la fin de les biomécaniques.